Ah, ça, on n'a pas eu les nouvelles. De retour sur le plateau de la Tronche Info. Place maintenant au Focus. Une heure de débat sur l'actualité. Ce soir, nous allons parler de nouveau du port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans. On a une déclaration de la rectrice d'académie, Madame Gangloff-Ziegler, qui fait état de 28 enfants qui refuseraient effectivement de porter le masque dans toute l'académie, on précise, dans toute l'académie Guadeloupe, ce qui équivaudrait donc à 0,001% des effectifs totaux des élèves en classe de primaire. Pour parler de ça avec moi ce soir, en tout cas, nous avons Guillaume Vince du Lionnage Poutimoun. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Harold et bonsoir à celle qui m'accompagne ce soir sur ce beau plateau. Guillaume qui est un peu un monsieur chiffre, il aime la précision, il est comme moi, on aime être précis sur ce qu'on raconte. Nous avons également sur le plateau Dalia. Bonsoir Dalia. Bonsoir. Alors, très actif aussi sur le Lionnage. sur le Lionnage et aussi sur une association qui est en cours de création, l'association Debout de Poutimoun. Debout de Poutimoun en cours. Oh, agression. Debout de Poutimoun en cours de création, dans quel but ? Alors, dans le même but que le Lionnage, en fait, c'est juste que ce sera une structure vraiment pour tous les parents. Et on aura aussi un pôle juridique, un pôle social, mais en fait, on a le même objectif qui est d'obtenir l'annulation de l'obligation du port du masque. D'accord. Voilà. À côté de vous, nous avons le docteur Remus. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous. Vous allez bien ? D'être là. J'accompagne un peu toutes ces personnes et je suis aussi venue présenter notre comité scientifique pluridisciplinaire. Donc vous avez fondé un comité scientifique guadeloupéen. Caribéen. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. Parce que ce qui se discute au niveau national, c'est pas très cohérent. Nous avons des spécificités ici. Nous sommes sur une île. Nous avons les alizés, nous avons le climat qui est différent, donc on ne peut pas appliquer les mêmes mesures dans l'Hexagone et en Guadeloupe. C'est pas possible, ça. Ça vous paraît peut-être logique à vous, mais visiblement pour le rectorat, l'ARS et la préfecture, ça l'est un peu moins. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument occuper le terrain et parler et redire les choses. Nous ne sommes pas assez visibles, on va dire. Effectivement, si vous représentez 28 enfants, pour la visibilité, ça va être compliqué. Nous avons également Magali sur le plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir toute la Guadeloupe. Ainsi que Taïane. Bonsoir Taïane. Bonsoir tout le monde. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ironise un petit peu. Même pendant la conférence de presse, l'annonce du 28 enfants qui refusent de porter le masque, ça a sonné un peu bizarrement dans les oreilles de tout le monde. Visiblement, ce seraient les statistiques qui seraient remontées au rectorat. Vous, à votre niveau, qui faisiez partie de collectifs, qui représentez des parents qui s'opposent à ce port du masque, vous vous évalueriez à combien ? Vous êtes une trentaine ou on est à plus ? On est forcément à plus. Alors au départ, ça a commencé avec un groupe Facebook. Aujourd'hui, il y a plus de 2700. Il y en a un autre pour le Lionnage Timoun GP, qui est à plus de 700. Ouais, 700. Voilà. Sans parler des groupes WhatsApp, des 3 groupes Telegram. On est vraiment pas. Il y a 200 personnes à peu près par groupe. Il y en a un sur 115, et Telegram 600. 500 et quelques, oui, j'ai vu. Voilà. D'accord. Donc, on 28. a plusieurs centaines de personnes qui sont actives donc, sur les différents groupes. Absolument. Vous coordonnez aussi les manifestations. Bon, moi j'ai déjà quand même repéré un nombre de têtes. Je pense qu'on était un peu au-dessus de 38, enfin de 28. De 28. Mais après, bon, il faudra qu'on arrive à dépatouiller tout ça. Mais vous n'avez pas d'estimation claire. Alors, il y a eu certaines écoles où, sur le terrain, des membres ont commencé à faire des sondages en sortie d'école et on est à des chiffres de plus de 80% qui sont contre l'obligation de ce port du masque. Malheureusement, en fait, ça ne se ressent pas forcément puisque malheureusement, il y a un certain nombre de parents qui le font par contrainte. Ils ne peuvent pas s'organiser autrement, ils ne peuvent pas aujourd'hui déscolariser leurs enfants. Mais en réalité, il y a vraiment une très très large majorité qui sont contre cette obligation du port du masque. Et si on lève cette obligation, on le verra immédiatement. Absolument. Donc on aurait peut-être une majorité de parents silencieux face à ces mesures, mais qui ne l'accepteraient pas, selon vous. Je suis convaincue, oui. Je suis convaincue. Mais pour l'instant, ça donne quand même une raison au rectorat. Si dans les chiffres, c'est pas perceptible, la mobilisation. Malheureusement, ouais, malheureusement. Et justement, on est là tous ensemble
justement pour faire entendre à nos compatriotes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. La Réunion, ils ont déjà réussi. C'est bon, pour le port du masque, ils ont réglé leur problème. Eh bien super. Donc il est temps de se manifester parce que justement ça nous dessert. Ça nous dessert dans cette bataille qui est plutôt complexe en plus. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à vous fédérer dans ce cas? Pourquoi il y a un problème de fédération? Puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de groupes quand même. Il y a beaucoup de groupes, puisqu'en fait, les groupes sont plutôt par commune, par section, mais il n'en demeure pas moins qu'on sait quand même travailler ensemble quand il le faut, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment le même objectif qui est d'obtenir l'annulation du port du masque. Et il ne faut pas oublier que c'est un mouvement parental. C'est un mouvement de parents qui se battent pour leur enfant, donc non, ça va. On a essayé quand même de vous discréditer un petit peu au fil des semaines. J'ai entendu beaucoup de choses, des personnes qui sont RSA, qui n'ont rien d'autre à faire. Oui, c'est un petit peu caricatural, on imagine. Oui, ça, de toute façon, c'est propre à chaque manifestation, ce type d'argument venant de la population. Donc après, je pense que, comme disait Tayane, ce qu'il faut, c'est que les gens ouvrent les yeux, que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement, concrètement, puisqu'en fait, il y a pas mal de mesures qui sont prises, mais qui sont vraiment contre nos libertés fondamentales et nos droits, surtout. Donc, il faut absolument... faut cesser d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ah, aucune raison d'avoir peur. Aucune Et pourtant, raison d'avoir on a peur. toute une population qui est terrorisée. Oui. Et là, on s'attaque aussi à la santé, du coup. Elle a parlé des libertés, c'est une réalité, mais surtout à notre santé, adultes comme enfants. Donc à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les mamans lionnes que nous sommes, soyons au combat sur le terrain et on n'en démordra pas. Parce que d'aucuns auraient pensé effectivement que les manifestations se seraient arrêtées, se seraient estompées au fil du temps. On constate que vous êtes encore là, mais on a en face, on a une rectrice qui tient toujours le même discours, qui n'a pas l'air de varier. Chacun sa mission, hein, j'ai envie de dire. Chacun sa mission. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, il nous l'a dit au départ, on est en guerre. Donc, comme dans toute guerre, il y a des stratégies à mettre en place, il y a des temps morts, il y a des feintes, si je veux dire. Mais on ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Tout à fait. On ne lâchera pas Tout l'affaire. à fait. Non, c'est bien ça, oui. Voilà. On ne lâchera pas l'affaire. Je crois que ce qui est important de bien voir, c'est que c'est un mouvement qui est né spontanément. Oui. Il y a eu dedans, dès le début, des collectifs qui eux-mêmes étaient déjà organisés, des associations aussi qui avaient leur structure juridique. Et au fur et à mesure que le temps avance et que les stratégies doivent se mettre en place, il y a plusieurs... les parents d'élèves sont divers et variés, ils représentent l'ensemble de la société. Donc, certains sont plus sur l'aspect scientifique, certains sont plus sur l'aspect de la négociation, d'autres sont plus sur l'aspect de l'action, et une dernière partie va faire du travail de proximité directement à la sortie de l'école. Et certains ont besoin de se structurer au sein d'une structure juridique, notamment donc, ce qui va se faire avec l'association de Bout pour Titmoun ou ce qui a été fait dans le conseil scientifique, et d'autres préfèrent être libres dans leur choix. Mais c'est tout ça qui forme ce lionnage, parce qu'encore une fois, le ciment, c'est la volonté commune du retrait de cette obligation. Donc oui, il peut y avoir des petites mises en place, il peut y avoir des fois des remises en question, mais ce qui est important, on est là ce soir pour le dire, c'est qu'on va tous dans le même sens et on va tous faire front face à cette mesure. Alors justement, on a un visuel qui est à l'écran. Si Yann, on peut avoir le visuel avec la mise en scène justement des enfants, on vous reproche ça. Sur les réseaux, on vous reproche un peu d'exagérer, On dit que ça d'instrumentaliser les enfants. Ça choque, effectivement. C'est vrai? Très bien. Oui, on dit que ça choque. Mais moi, j'ai envie de dire, au départ, quand tout a commencé et qu'il y avait des sacs, j'en parlais avec beaucoup d'émotion, avec toutes ces personnes qui sont tombées au départ, qui sont décédées, respect à ces personnes, et aussi justement les nombreux sacs portés en bout de plastique comme ça. Il y en avait pas mal. Et là, c'était pas pour choquer, c'était pas pour faire peur aussi. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. D'où un corps d'une personne décédée est aussi léger qu'on le tient en bout de plastique comme ça. Donc je suis désolée, on est en guerre. Je suis désolée.
Donc on utilise Il faut utiliser un peu les Tout ce qu'il armes. faut, c'est vrai. C'est qui sont à vrai, votre elle a raison. Exactement. Et en très fait, exactement. le but de l'affiche aussi, c'était de dire est-ce qu'aujourd'hui on prend réellement conscience de ce que ça pourra provoquer C'est ça. plus Pour tard. plus tard. C'était vraiment ça, parce que c'est une mort lente. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'études de médecins qui vous disent qu'avec un manque d'oxygénation, et on pourra parler des tests qui ont été faits avec les oxymètres, c'est le développement du cerveau qui est ralenti. Ça ne se voit pas aujourd'hui. L'enfant, il va être dans son quotidien, il va aller à l'école, il va faire ses activités, mais si en même temps il subit un ralentissement au niveau du développement de son cerveau, et le docteur Rémus pourra le confirmer, ça va venir dans plusieurs années. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu symboliser cette affiche, avec ces 3 niveaux, ces enfants qui sont vivants, qui sont joyeux sans le masque, ces enfants qui sont un peu entre ces deux mondes, à qui on impose le masque, ils ont le genou plié à terre, et puis ceux au final, qu'est-ce qu'ils viendront plus tard. Donc oui, c'est choquant, mais ça peut être une... Et c'est un peu comme le vaccin finalement. Aujourd'hui, on nous dit on se dédouane des effets secondaires du vaccin. Et on va se dédouaner aussi des effets secondaires du masque. Absolument. Effectivement. Enfin, et il y a des enfants pour qui les effets seront un retardement. Par exemple, dans le cas de Tayane, son enfant a quand même déjà fait plusieurs malaises, et donc pour qui ça passe beaucoup moins bien. Alors, on a eu un son de cloche, on a beaucoup de sons de cloche d'ailleurs, des services de l'État qui nous disent qu'il n'y a aucune contre-indication pour le port du masque pour les enfants, y compris à partir de 6 ans. Il y avait une petite polémique sur le décret, à savoir si c'était bien porté dedans. Oui, j'ai été vérifié, article 36, donc c'est bien précisé que le masque est obligatoire à partir de 6 ans. Donc on a des études visiblement qui démontreraient que ça n'a aucun effet. Vous nous dites que sur le long terme, il peut y en avoir. Tout à fait. Sur le long terme, il y a même sur le court terme, là, on voit sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Difficulté d'apprentissage de l'enfant, régression, parce que le cerveau de l'enfant a besoin de beaucoup d'oxygène pour se développer. Donc, quand avec mes confrères je parle, ils disent oui, mais l'oxygène, ils n'en manquent pas tant que ça. C'est pas maintenant, c'est plus sur le long terme que ça va se voir. La première cause qu'on voit sur le masque est le mal de tête. Pourquoi? Parce que le fait de réinspirer son gaz carbonique va provoquer au niveau cérébral, je te dis, une vasodilatation. Le cerveau va accueillir plein de sang pour pouvoir s'oxygéner, parce qu'il y a moins d'oxygène dedans. Donc, qu'est-ce que ça fait? Mal à la tête, évanouissement, étourdissement, envie de dormir en classe, alors qu'on est là pour venir, pour apprendre. Donc, envie de dormir, l'enfant n'est pas bien, il n'est pas dans son élément, il est là pour apprendre. Et en plus, j'ai entendu que les enfants gardent le masque pour la récréation, mais c'est insensé. Quand on court pour le sport, on a besoin de beaucoup plus d'oxygène. Quand on me dit qu'un chirurgien porte un masque toute la journée, il est statique, il est dans une atmosphère particulière, c'est pas comme un enfant qui bouge dans tous les sens et qui est sous la chaleur. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et sur on en arrive à ça justement, à comparer ce qui n'était pas comparable techniquement en toute logique. On le fait quand même. Oui, je trouve qu'on le fait parce que on n'a pas... la peur est là et on a peur de vivre. On a peur de vivre. Tout s'est arrêté. On a peur de vivre par peur de mourir. Voilà. Tout s'est arrêté par un petit virus invisible. Quand on sait que les virus et les bactéries font partie de notre vie, nous devons vivre en symbiose avec ça. Depuis 3 milliards d'années, les virus et les bactéries sont là. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un virus qui va nous tuer. Mais c'est pas possible. Ils font partie de nous. Il n'y a pas longtemps qu'on a découvert l'importance du microbiote, c'est-à-dire les microbes qui sont dans notre ventre. Il ne faut pas exagérer. Et pour les virus, les études sont encore à leur balbutiement. Il y a quelques années, on disait que le virus, c'était un poison violent. En 1952, je crois, la théorie du virus, ça a changé. On a dit que le virus, c'est maintenant un partie du génome entouré de protéines. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Une cellule, en fait, qui ne vit pas par elle-même, qui a besoin d'un support. Donc le virus n'est pas vivant par lui-même. Il a besoin d'injecter, on dit, son matériel à l'intérieur d'une cellule pour pouvoir se répliquer. Donc la première chose à faire en cas de maladie, c'est de renforcer son terrain. Or, toute la polémique, c'est attention, vous allez mourir, il n'y a rien à faire, alors que non. Renforçons d'abord notre terrain. Ayons une santé de fer, comme disait la collègue, pour combattre ça, parce que les virus font partie de la vie. Il y a interdépendance, coopération, entraide. Tout est en nous. On en a sur la peau, on en a dans la bouche, on en a partout.
le paysan qui prend sa poignée de terre, il y en a. Hein. Il y a une étude qui s'appelle la métagénomique, ou la génomique environnementale, qui mesure le taux de virus et de bactéries dans l'environnement. Donc cette étude pour l'air, on a mesuré 1,7 à 40 millions de virus par mètre cube d'air. Et pour les bactéries, un peu moins, entre 800 000 et 11 millions. Donc ça veut dire qu'il y en a tout le temps. Arrêtons. Et si on se préoccupait de toutes les bactéries Exactement. Donc, moi, je ne sais pas, je fais du sport. Je monte à cheval. Je vais mettre un masque à mon cheval? Mais où va-t-on? C'est ça. Où va-t-on? Les gens qui ont un animal de compagnie, ils font quoi? Les virus, ils sont partout. On a vu effectivement que les chats et les chiens contractent leur variant anglais. Ils ont détecté le variant anglais sur les chiens et les chiens. Et sur la banane, et sur la Mais pêche. de toute et tout façon, ça. les virus sont nombreux. Je viens de vous dire que ça Il y en fait a partie. partout, Ça fait partie de notre vie. Alors, ça fait partie de l'évolution. Alors la réaction du monde face à cette pandémie, justement d'un point de vue curatif, on nous a dit pas de traitement. Il n'y a pas de traitement possible et on reste focalisé sur un vaccin. C'est la bonne méthodologie selon vous? Est-ce que vous avez déjà vu un cas similaire où le monde entier se focalise sur un seul moyen de traitement? Non, ça c'est voulu. On ne peut pas dire que le traitement d'une maladie, c'est un vaccin. C'est une hérésie. C'est la première fois qu'on voit ça, que le traitement d'une maladie est un vaccin. Chaque fois qu'on est malade, on commence par s'occuper de qu'est-ce qui fait qu'on est malade, supprimer la cause de la maladie. Mais pas vacciner des bien portants pour ne pas avoir une maladie qui se guérit à 99,9%. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est surtout en fait que c'est une maladie qui est dangereuse pour une très faible partie de la population. Aujourd'hui, vous avez moins de 60 ans, vous êtes en bonne santé, donc vous n'avez aucune comorbidité, vous avez 0,9% de mourir du Covid. Rappelons si vous avez 19 ans, en bonne santé, vous avez 0,01% de chance de mourir du Covid. Rappelons qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, dans les décès que l'on a eus, sur les 180 décès qu'il y a eu avec l'attribution Covid, 80% avaient plus de 65 ans. Et de ces plus de 65 ans, 80 même % avaient des comorbidités. Toutes les comorbidités. Voilà. Donc il y a eu une étude mondiale qui a été même mise, puisque parmi tous ces gens à qui on a attribué un décès Covid, vous aviez la majorité, leurs comorbidités les aurait amenés de toute façon à décéder. Donc ce n'est pas le Covid qui les a tués. De toute façon, c'était leur maladie qui était beaucoup antérieure qui les a tués. Et c'est vrai que quand on revient donc sur ce chiffre aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut mettre un vaccin qui est censé protéger d'une forme grave et donc éventuellement d'un décès à des personnes qui n'ont aucune chance de se retrouver dans cette situation. On est dans un illogisme total. Je me suis amusé, vous avez dit que je faisais des calculs, je me suis amusé à faire un petit calcul aujourd'hui pour dire sur la population guadeloupéenne combien de personnes étaient réellement à très haut risque. Il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes sur 400 000. 10 000 personnes. Là, quand on prend les chiffres entre la structuration de la population, donc les personnes qui aujourd'hui ont plus de 65 ans et ont des comorbidités, ça on reprend en fait, vous avez entre le diabète, l'hypertension, ça va toucher entre 30 et 50% à chaque fois de la population, avec bien évidemment certaines maladies qui vont augmenter en pourcentage selon la tranche d'âge. On arrive à la fin à réellement 10 000 personnes qui sont vraiment, oui, eux on peut dire, s'ils attrapent la Covid, il y a un vrai risque. Pourquoi on ne se concentre pas à les protéger, eux? Voilà. Pourquoi on ne met pas des actions en place spécifiquement sur ce public-là? Pourquoi est-ce qu'à côté, on va prendre 370 000 personnes à qui on va mettre des mesures restrictives en place, alors qu'au final, il y a très peu de chances qu'ils développent une forme grave de la maladie? Moi, j'ai les mêmes interrogations. On avait soumis cette question à la directrice de l'Agence régionale de santé. On est resté assez flou quand même. Et surtout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un an de recul. On a un an. Donc c'est ce qui est intéressant. On peut prendre des chiffres. C'est ce qui est intéressant. Voilà, moi, si j'en suis arrivé à ces conclusions-là, c'est que j'ai pris les chiffres sur un an. Et donc, on peut vraiment déterminer aujourd'hui le profil type de la personne. Et finalement, c'est presque, je reviens sur le vaccin, mais c'est presque sauver beaucoup de gens que de dire ne vaccinons pas avec l'AstraZeneca en dessous de 55 ans, puisque finalement, les moins de 55 ans en bonne santé, pourquoi leur mettre ce vaccin? Ceux contre quoi c'est les protéger, ils n'ont quasi aucune chance d'en arriver à ce stade-là. Et pourtant,
Et pourtant, la vaccination AstraZeneca a repris et ils vont élargir justement les tranches d'âge qui seront concernées a priori. Alors pour l'instant, ils l'ont élargi jusqu'à 55 ans, mais quand même si vous êtes en bonne santé, que vous avez donc plus de 55 ans, que vous êtes en bonne santé, ils vous accueillent pour vous vacciner sans problème. Le samedi et le dimanche. Un peu tous les jours. Le tous les président jours, a dit matin, midi et soir. C'est ça. Ah bah C'est ça, tout le monde est réquisitionné, même les vétérinaires. Bientôt. C'est pas encore validé, mais il se pourrait effectivement que les vétérinaires soient autorisés à vacciner. Ça prend des proportions. Ah Après, oui, bon, absolument. chacun se fera son avis. On va revenir sur les masques justement pour les enfants. Vous avez réalisé des tests donc sur l'évacuation du dioxyde de carbone. Non, Qu'est-ce que ça dit j'ai entendu ce qui a été fait en France et on veut faire D'accord. des tests. Donc j'attends que les mamans. Ah, vous souhaiteriez réaliser ces tests ici en Guadeloupe? Réaliser Il y en a ces qui tests il y a ici, quelques parents voilà. qui ont déjà commencé. Voir hein. par rapport à Ouais. l'oxymétrie, à l'entrée de l'école, et enfin à l'entrée, oui, le matin et ensuite le soir. Le soir, ouais. Pour En fait, vérifier un petit peu le taux de dioxyde de carbone Voilà. à l'intérieur du masque. C'est ça. D'accord. Non, les non, on ne va pas Le taux de mesurer le taux de dimension. carbone à l'intérieur du masque. Non, c'est un test qui se fait au bout du doigt, c'est l'oxymétrie. D'accord, Donc, d'accord. ça va permettre de savoir le taux d'oxygène qu'il y a. Carrément. Voilà, Ok. c'est un test qui se fait au bout du doigt. Ça n'a rien à voir avec le. Ok, au ok. niveau Je du me suis masque. vous étiez Mais sur au l'ancien niveau du test. masque, on peut l'analyser. Hein. Le masque est plein de Justement, mais il y avait de eu champignons, de tout un tas de bactéries, parce que l'enfant transpire là-dedans. Hein. Même nous, quand je dis l'enfant, nous, hein, ceux qui portent le masque n'est pas anodin. Et il y a beaucoup de lésions faciales dues au masque. Hein. Nous, en plus, on est dans un pays chaud. Donc la chaleur, le frottement, et ne pas oublier que le masque, alors normalement on a dit que c'était des masques blancs, pas les masques bleus, moi j'appelle ça la bavette bleue, parce qu'il y a du toluène dedans, du formaldéhyde, enfin bref. Qu'est-ce que c'est? C'est des matières chimiques, toxiques. Donc on qu'on respire respire. un peu des matières chimiques, un peu. On respire à travers cette bavette bleue, oui. Donc c'est quand même dangereux. On est pas mal. Hein. Et pour compléter les premières études qui ont été faites par certains parents en Guadeloupe et qui rejoignent un petit peu ce qui a été fait en Hexagone par l'association Réaction 19 qu'avec des constats d'huissier. Hein, donc là, c'est Carrément. des chiffres réels. Donc si on prend une oxygénation normale au réveil le matin où on va être 99, 100, voilà, au bout de 4 heures de port du masque, il y a très fréquemment, ça descend en dessous des 95, ça descend même à 88. Je crois qu'on a ramené un cas extrême à 72. À 72 pour un enfant de 9 ans. Voilà. 72. Et il faut Donc quand on même, retire à peu près 30%. il faut quand même savoir qu'en milieu à l'hôpital, si vous arrivez et qu'on vous mesure un taux d'oxygène en dessous de 95, c'est le début de l'affolement. Voilà, on va vous chercher un respirateur. Mais ça devient monnaie courante dans la vie de tous les et jours. ça devient monnaie courante. Et le problème juridique, alors je vais faire une petite parenthèse sur l'aspect du décret par rapport aux certificats médicaux aujourd'hui qui sont établis. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Il faut savoir que le texte du décret a bien précisé que étaient exempts du port du masque des enfants qui avaient un handicap connu et reconnu au sens de l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles. D'accord ? Ce code précise les handicaps. Alors, un handicap, c'est très varié. Vous avez les handicaps moteurs, bien évidemment, vous avez les handicaps auditifs, vous avez les handicaps visuels, mais vous avez également les handicaps liés à des troubles de comportement. Donc, par exemple, un enfant en hyperactivité, c'est un Ou les 10 aussi. Hein. voilà, vous avez toutes les maladies en 10 qui sont les handicaps cognitifs. Et puis vous avez les maladies à long terme, qu'elles soient respiratoires, qu'elles soient digestives. Voilà, donc vous allez avoir l'asthme, vous allez avoir un certain nombre d'allergies, etc. Donc aujourd'hui, quand on lit le texte, un enfant qui a cette maladie, à partir du moment où il a son certificat médical qui le précise, il est exempt du port du masque. A priori. D'accord ? Par contre, aujourd'hui se pose une nouvelle problématique et les mamans, que ce soit Magali ou Tayane, qui l'ont subi avec leurs enfants, qui n'avaient pas forcément de handicap au départ, mais qui ont aujourd'hui fait des malaises, qui ont eu un certain nombre de dysfonctionnements suite au port du masque, ce que je vais appeler maintenant l'effet secondaire du port du masque, on n'a rien au niveau du texte de loi. On n'a rien. Aujourd'hui, on peut attaquer, par exemple, l'établissement, c'est des cas qui se présentent. Aujourd'hui, on a des établissements, bien que le certificat médical soit établi pour un enfant avec un handicap qui était connu, donc qui est automatiquement, dans le cadre du décret, exempt du port du masque, on a des professeurs d'établissement qui se permettent de rejeter le certificat médical, alors qu'il est bien précisé que si ils estiment qu'il y a un doute, il n'y a qu'une seule personne qui peut le remettre en cause, c'est le médecin scolaire ou donc le médecin du rectorat.
D'accord ? Ce n'est pas fait. Mais là, juridiquement, c'est attaquable, puisqu'on est dans le cadre du décret. Et pourquoi ne pas aller Mais justement à l'inverse, aujourd'hui, un parent qui, après que son enfant ait subi des dommages liés au port du masque, qui revient avec un certificat médical disant l'enfant a subi telle et telle chose, donc on demande qu'il ne porte plus le masque, c'est rejetable. D'accord. Rejeté. Oui, c'est Rejeté. c'est rejeté, mais d'un point de vue juridique, d'autant plus c'est rejetable. Parce que ce n'est pas prévu. Aujourd'hui, ça n'a pas encore été prévu par la loi. D'accord. D'accord. Donc les Mais c'est une établissements véritable- scolaires s'exposent finalement à des poursuites, Oui. judiciaires. Bah après, on peut rentrer dans du... D'un côté, on est sur du cadre administratif, en justice administrative, hein, par rapport au handicap connu. De l'autre côté, on peut rentrer dans du pénal, parce que là, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Et pourquoi ne pas aller sur le pénal? Pourquoi? Pour vous, c'est ce qui est en cours. On se prépare à tout, on utilisera tout ce qui est en notre possession, parce D'accord. qu'on n'entend pas abandonner nos enfants dans cette machine. C'est ce qui est en cours parce que pendant qu'il y a des discussions, pendant que des parents se battent sur le terrain, il y a quand même d'autres enfants dont les parents ont peur, dont les parents sont forcément contre l'obligation du port du masque et qui quand même font passer le portail de l'école à leurs enfants avec ce masque. Donc pendant qu'eux sont au travail, heure après heure, minute après minute, heure après heure, jour après jour, leurs enfants manquent d'oxygène, sont fatigués, rentrent à la maison, ils ont des malaises, mais ils ne vont pas le dire. Parce que depuis le confinement de l'année dernière, j'aime beaucoup votre image d'ailleurs sur le tranquillisant social, où il faut se tenir tranquille. L'enfant est sous l'obligation un petit peu d'obéir à ses parents, qui eux-mêmes obéissent à la peur qui est installée actuellement. Voilà. Donc on a un enfermement, et là je m'adresse à toutes les mamans et les papas guadeloupéens et guadeloupéennes, on s'est chacun enfermé dans cette bulle de peur liée au confinement et liée au virus qui est censé tous nous terrasser. Le problème, c'est que dans cette bulle de peur, nous avons tous éjecté nos enfants. Et c'est pour ça qu'actuellement, le gouvernement arrive à nous défaire de nos missions de parents et arrive à mettre autant de mesures restrictives et de responsabilité sur les épaules des enfants. Actuellement, si on se retrouve face à des situations de maltraitance, de harcèlement physique et moral, c'est parce que les enfants ont tout le poids maintenant de cette pandémie sur les épaules. Comment est-ce qu'on peut demander à un petit enfant... même la responsabilité. La On les accuse limite d'être le vecteur du virus. C'est-à-dire que si actuellement on a des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont isolés, des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, des enfants pénalisés, des enfants qui ont Et là on parle peur. des petits, mais des enfants... Et là, on parle des petits. Et les adolescents Alors, qui se suicident. On n'en parle pas encore. Ça, il y a des cas en métropole. Exact. Ici, on a des cas également de dépression. Guillaume disait tout à l'heure effectivement que nous avons le cas de nos enfants. J'ai mon fils aîné qui a 12 ans, qui a été effectivement mis hors de son collège pour l'instant. Et c'est un enfant qui, effectivement, mais lui, il avait déjà une pathologie d'asthme, mais qui datait déjà de plusieurs années. Sauf que depuis le début de l'année, j'ai été le récupérer plusieurs fois. Un enfant qu'on récupère, qui est livide comme la table, avec des cernes noires autour des yeux, au sortir du collège, on fait tester son taux d'oxygène qui est à 95 ou plus bas que 95, avec des malaises à répétition. En tant que parent, on ne peut pas laisser faire. Sauf que beaucoup de parents ne sont pas en mesure, effectivement, maintenant, de descendre dans la rue, de se rendre disponibles. Parce qu'ils sont enfermés dans cette bulle de peur, de cette bulle de perdre un petit peu tout ce qu'ils ont acquis jusqu'à présent, de perdre leur travail. Ils ont la pression au niveau de leur travail. Une double pression pour les parents qui sont en même temps parents et qui sont dans le corps médical, par exemple, ou qui sont dans le corps professoral, des enseignants, des directeurs, qui subissent des menaces extrêmement fortes. Et les enfants sont au milieu de tout ça, basculés au milieu de tout ça. Et on leur met tout sur les épaules. Ils sont isolés, où on n'a même pas le droit de les toucher, même pas le droit de les mélanger avec d'autres. C'est terrassant psychologiquement pour le fonctionnement d'un enfant, pour la construction sociale d'un enfant, d'avoir le poids d'une pandémie sur les épaules. Donc quand on voit des chiffres qui nous sont avancés, par 3 entités, pour 3 institutions, excusez-moi, qui prennent la population guadeloupéenne de haut, il y a un moment où il va falloir jouer carte sur table, dire la vérité à la population, lier aussi tout ce qui est en manière exponentielle, campagne de vaccination, et en même temps, cas de Covid. Il y a aussi des liens qu'il va falloir faire. Il y a des liens qu'il va falloir faire entre toutes ces personnes qui ont été vaccinées, qui ont été parachutées dans leur milieu familial, où on leur a surtout dit ne sortez pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne sort pas ? On contamine.
Et quand on contamine... Jean Castex s'est rendu compte dernièrement. Et quand on contamine, on fournit des chiffres. Et on se sert de ces chiffres pour quoi? Pour museler des enfants. Museler des enfants, attention, on ne s'arrête pas au primaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi les collèges, les lycées. À terme, au niveau des adultes, le masque est insupportable. On respire également des fibres. Le polypropylène, on respire des fibres. Même quand on est en oxygénation ou en désaturation oxygénation, même entre 95 et 100%, même à 95%, il y a quand même ce qu'on peut appeler l'alcalose. C'est ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même un souci au niveau respiratoire, le corps compense. Donc même quand on est dans la limite du pourcentage, il y a quand même des effets. Comment est-ce qu'un enfant est déjà un médecin, un avocat de lui-même pour aller faire comprendre et tenir tête à des parents qui sont sous psychose, qu'ils subissent tout cela et qu'ils doivent être défendus. Souvent, nous n'entendons rien, nous ne voyons rien et pire, on se ferme à ce qui se passe dehors actuellement et sur le terrain. Pourtant, les conséquences sont bien là. Chaque jour, chaque heure qui passe, chaque seconde, votre enfant est sous un masque, il manque d'oxygène, il respire son CO2, il inhale et il ingère et il met dans ses bronches des particules qui ne devraient pas être là. Un enfant qui est asthmatique, entre 20 et 30% de capacité respiratoire en moins. Maintenant, il va falloir que les médecins et les pédiatres en place actuellement en Guadeloupe puissent m'éclairer, parce qu'il me semble qu'ils ont passé le même diplôme que les autres, puissent m'éclairer sur le fait que un enfant asthmatique doit justement porter le masque. On lui conseille de porter le masque et de le garder. Ce qui veut dire qu'on va lui retirer encore un gros pourcentage de respiration. Sans compter des écoles actuellement qui se permettent de faire du sport à des enfants sous le soleil et avec le masque. Où est la logique? Pendant que l'enseignant est à l'ombre. Où est la logique? Et les trois institutions que nous avons entendues, toujours les mêmes institutions, d'ailleurs, bizarrement, nous ne sommes jamais représentés dans ces conférences de presse, qui arrivent à nous sortir des chiffres, excusez-moi, moi j'appelle ça le chapeau de magicien avec le petit lapin, j'appelle ça le lapin cabri en fait, c'est un petit lapin cabri local qui arrive avec ses petits chiffres comme ça, il arrive et puis qui sait qui paye le prix? Les enfants. Ils ont touché en fait un détonateur qu'il ne fallait pas toucher, mais je pense que cette problématique était déjà là depuis bien longtemps. Nous avons peut-être eu tort, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu un discrédit de réagir un peu tardivement. Mais il faut juste se dire qu'on est dans la situation que depuis 1 an. Maintenant, on a du recul. On a du recul pour nous, adultes, et maintenant, on a du recul sur les enfants. Et on voit ce que les enfants subissent. Et surtout, moi, je dis aux mamans et aux papas de Guadeloupe, écoutez vos enfants. Posez-leur les bonnes questions. Mais pas pour vous poser la question. Pour écouter ce qu'ils ont à dire et pour comprendre que qu'ils le veulent ou non, et ils partiront toujours le matin au travail, mais leurs enfants continueront à manquer d'oxygène sous le masque et continueront à avoir un excès de CO2 dans le sang, ce qui est extrêmement dangereux. Quant à la vaccination, après, qu'on peut essayer d'imposer par ce biais, excusez-moi, c'est quand même un ARN. La condition sine qua non pour c'est condition sine qua non. normale. Excusez-moi, en Israël, il y a des plages pour les vaccinés, des plages pour les non-vaccinés. On va arriver à ça ici. Des aberrations. Il y a une chose que je demande, c'est que s'il y a 10 ans, on avait dit un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, dans 10 ans, vous allez donner un vaccin à votre enfant qui va modifier son patrimoine génétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous a déjà dit que ça ne va pas modifier le patrimoine génétique. Une jeune femme qui dit c'est pas l'ARS a été claire dessus. Mais avant de continuer le débat, c'est une injection, c'est ce qui veut dire que là, ça va beaucoup plus loin génique que le port du masque. C'est pour ça que nous, ce qu'on demande déjà, c'est une véritable réflexion au niveau local avec les spécificités, de 1, et de 2, qu'on puisse dire la vérité à la population. C'est pas qu'ici, c'est pas qu'ici, on est en relation avec des collectifs au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Nouvelle-Calédonie. C'est au niveau mondial. La Guadeloupe n'est plus isolée. Nous ne sommes pas seuls. Et les papas et les mamans de Guadeloupe, merci les élus aussi maintenant de se réveiller à nos arguments. Il serait temps. Il est temps que nous commencions à s'oxygéner un petit peu, à sortir de cette bulle et à réinclure nos enfants dans cette bulle. Voilà. On va regarder le témoignage justement de parents qui s'opposent également au port du masque obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, il ne se sent pas bien. Depuis déjà le coronavirus, il y a eu déjà des maux de ventre qui ont commencé à apparaître, des maux de tête. Mais ces derniers temps, par rapport à l'obligation du masque, ça commence à empirer. C'est-à-dire que il est étourdi, il a des problèmes respiratoires et puis
il a des gènes. En fait, il n'arrive pas à se concentrer pour travailler. Donc, ça a donné des migraines aussi et tout. Et donc, voilà, c'est la semaine dernière. Après, ce qui m'a interpellée, c'est la semaine dernière qu'il est rentré, mais était vraiment mal au point, quoi. Donc, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait et tout, il m'a dit que là, il n'en peut plus avec le masque. Déjà, bon, par rapport à, je pense à la matière du masque, il a des boutons. Et non seulement ça, mais qu'il n'arrive pas à respirer, qu'il a mal à la tête, que ça ne va plus. Alors, il s'est présenté plusieurs fois à l'infirmerie parce qu'il ne se sentait pas bien. Et du coup, l'infirmière a remarqué qu'il a des maux de tête, des céphalées. Et à ce moment-là, on m'a envoyé un mot en me disant que bon, il faut l'emmener au médecin puisque bon, ça ne va pas, il n'arrive pas à suivre. En fin de journée, il n'est pas bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais est-ce que l'infirmière avait déjà fait une relation au masque au lycée? Oui, parce quand je l'ai contactée, apparemment oui. Puisque quand je l'ai contactée par rapport à ça, elle m'a dit que bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants malades. Et depuis le masque, ça a empiré. Ok. Donc du coup, ensuite, vous êtes allé voir un médecin? Alors oui, j'ai tout de suite pris un rendez-vous chez le médecin. Mais bon, je ne suis pas tombée sur elle, je voulais voir le médecin traitant. Et je suis tombée sur une remplaçante. Donc quand je suis allée en consultation, je lui ai expliqué que bon voilà, d'autant plus que je suis allée avec les deux. Ok. Parce que lui aussi, mon petit, lui aussi, il avait déjà commencé à avoir depuis un bon moment, je pense que ça remonte au moins à 1 an, des maux de ventre. Et là, en fait, avec le masque, ça s'est empiré. Mais quand je suis allée chez le médecin, je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit que l'infirmière me demandait d'essayer de faire un dossier avec moi pour qu'il ait une aide à domicile pédagogique. Et puis là, quand elle a consulté mes garçons, mon grand, elle m'a dit l'examen clinique est normal. Et que, en fait, qui est-ce qui m'a demandé de faire ce dossier? Je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, est-ce que l'infirmière a un problème? Parce que c'est la première fois qu'elle entendait ça. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle refuse catégoriquement, qu'elle ne fait aucun dossier. Parce que pour elle, il faut qu'on arrête maintenant, les parents, les mamans, de raconter des conneries, parce qu'en fait, il y a les chirurgiens qui restaient 10 heures au bloc et qui ont un masque. Donc, elle n'est pas d'accord. Elle ne fait rien. Et que si je voulais d'aller voir un autre médecin pour demander un avis, mais elle, personnellement, elle ne fait rien. Donc, voilà. Alors, bon, j'ai dit, OK, d'accord. Et puis, bon, j'ai pas voulu trop discuter avec elle, sachant que, bon, je me suis posé beaucoup de questions en l'écoutant, mais bon, j'ai pas insisté non plus. Ouais, vous avez senti que de toute façon, elle n'allait pas... Voilà. Ben, elle m'avait déjà dit que c'était catégorique, qu'il fallait arrêter, que c'est obligatoire, donc il faut le porter. Donc, qu'elle n'allait pas faire de dossier, aucun dossier. Et que cette infirmière a un problème, est-ce qu'elle débloque en quelque sorte? Parce qu'en fait, que c'est la première fois qu'elle entendait ça. Alors, la suite, c'est comment? Alors, bon, moi, je suis revenue vers cette infirmière en lui disant que voilà ce que le médecin m'avait dit et que j'allais essayer de voir par un autre médecin ou peut-être un dermato parce que vu que ça lui donnait aussi des boutons et voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, elle m'a dit d'essayer le masque en coton parce que, bon, les deux masques posent problème, mais celui qui est en coton, il y a moins de retour. Et sinon, de voir aussi avec le dermato si je pouvais avoir une dérogation ou une dispense. Aujourd'hui, il est à la maison. Avant de partir ce matin, quand il se réveillait, il m'a dit qu'il avait très mal au ventre. Il avait du mal à respirer et qu'il ne se sentait pas bien. Donc, il est à la maison aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir un médecin qui comprenne que effectivement les masques pour les enfants aujourd'hui, c'est pas possible. Surtout pour les plus petits aussi. Mais j'ai envie de dire que même pas forcément pour les plus petits, mais on est tous pareils, quoi, hein, que ce soit les adultes. Et aussi, voilà, quelqu'un médecin qui comprenne cette situation et pour pouvoir enlever les enfants de ça, quoi. Parce que c'est inadmissible, puisque, bon, en fait, voilà, quoi. Les enfants n'ont pas l'habitude de vivre avec, et puis, du coup, au jour d'aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés à ça. Il y a déjà la maladie qu'il y en a certains qui ne comprennent pas. Et puis après, ben, c'est clair que c'est une source de stress, d'anxiété qui peut provoquer, mis à part ce qu'on sait que le masque fait, mais autre chose. Et je me rappelle aussi que pendant que j'y pense, elle m'a aussi dit, je lui ai dit, bon, mes enfants sont asthmatiques, donc est-ce que même pour des enfants asthmatiques, c'est pas possible?
Elle m'a dit non, au contraire, les enfants asthmatiques, ils sont obligés d'avoir le masque. C'est obligatoire parce qu'en fait, ils sont sujets de plus à tomber malades que les autres enfants. Alors, tu es en quelle classe? En CM1. CM1. Et comment ça se passe pour toi avec le masque? J'arrive pas trop à respirer avec, ça me gêne. Et à l'école, on vous dit quoi alors? Ben, quand on est en bas, eh ben, on n'est même pas encore entré dans la classe, mais la maîtresse nous dit déjà de mettre le masque. Et quand on veut aller aux toilettes, eh ben, vu qu'il y a le coronavirus, eh ben, on est puni de la récréation. Comment ça, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes? Non. Si on va aux toilettes, eh ben, on est puni. Vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes? Non, pas du tout. Même avec le masque? Même avec le masque. Donc pendant toute la journée, il n'y a pas de toilette? Pendant toute la journée, il n'y a pas de toilette, mais si on veut aller aux toilettes, eh ben, on va être puni de récréation. Si vous demandez d'aller aux toilettes, après, on vous laisse aller, mais vous êtes puni de récréation? Oui. Ah, bah, dis donc. Et dans la cour de récréation, vous devez mettre le masque? Non, on peut l'enlever pour respirer. Ah, pendant la récréation, vous ne mettez pas le masque? Non. Ok. Quand on vient pour entrer dans la classe, on est obligé de mettre le masque. Ok. On peut aller respirer aussi une fois, 2 fois seulement pour avoir de l'air respiré. Ah, vous sortez de la classe pour respirer un peu? Oui, 2 fois seulement. 2 fois par élève? 2 fois. Ok. Donc ensuite, je me suis dirigée vers la directrice en lui posant la question, est-ce qu'il y a la possibilité de lui donner la visière? Elle m'a dit que la visière n'est pas légale. Donc c'est obligatoire le masque. Donc c'est le masque où gardez vos enfants, quoi. Voilà. Aucun texte de loi actuellement. Alors, vous nous disiez justement que les visières, sur les visières, il n'y a pas de texte de loi. Actuellement, il n'y a aucune phrase, je crois, qui interdit la Ah non. visière. Si on se réfère depuis, c'est le masque obligatoire. Ah, par rapport à la visière. Oui, par rapport à la effectivement. visière. Ah oui, Par rapport à la visière. On C'est-à-dire a qu'on se- défini on le s'est- type de masque, mais ils n'ont pas parlé de la visière. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, en fait, que dans les textes, noyés dans 35 pages de texte, on se retrouve avec une phrase sur la visière qui dit que la visière peut être potentiellement embêtante ou dangereuse pour un enfant en bas âge parce que c'est une visière en plastique assez souple. Donc en fait, il suffit qu'il joue dans la cour d'école pour se blesser le visage. Oui. C'est tout. C'est-à-dire qu'actuellement, et ça je le dis haut et fort, le rectorat n'a aucun texte de loi qui interdit d'interdire la visière et n'a pas le droit de mettre de pression ou de menace sur des directeurs d'école pour interdire une visière. Maintenant, il faut savoir qu'une visière en elle-même, excusez-moi l'expression, entre la peste et le choléra, crée une micro-atmosphère. Donc c'est encore autre chose. Autre chose aussi que je trouve absolument scandaleux, c'est que Madame la rectrice se permette dans un courrier relativement infantilisant, qui est le dernier courrier qu'elle a fait à la population ou aux écoles, de pouvoir parler du masque inclusif. Le masque inclusif, si je ne me trompe, garde encore plus de CO2. Donc soit elle a un projet d'éradiquer la jeunesse guadeloupéenne, il va falloir nous expliquer tout ça, parce que non seulement les pauvres, ils sont responsables de la pandémie et puis de toute la contamination de la population, mais en plus, on cherche à éradiquer la jeunesse en faisant une promotion extraordinaire d'un masque inclusif qui garde le CO2 et qui est encore plus dangereux qu'un masque normal. Il va falloir qu'on nous explique tout ça. Moi, je l'ai déjà dit, hein, l'heure des comptes arrivera de toute façon tôt ou tard. Plus on aura du recul, plus on aura des datas, plus ce sera chiffré et plus on verra clair sur tout ce qui s'est passé pendant cette gestion de crise. On part du côté du téléphone. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, alors, je témoigne en tant que maman. Donc, foncièrement contre le port du masque, évidemment. Puisque les enfants, pour moi, déjà de première, tout d'un coup, sont devenus, on va dire, des petits pestiférés qui diffusent le virus, donc on les masque. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'ai pris le parti d'amener mon fils sans masque à l'école. Et donc, j'ai laissé passer la journée, donc j'ai attendu. Je suis venue le récupérer, et là, je le récupère avec un masque en tissu, sale, et que je ne l'avais pas donné, évidemment. Donc, je lui demande à la fin de la journée, sans orienter la discussion sur le masque ou quoi, je demande alors ta journée, ça s'est bien passé, et là, il fond en larmes. Il explose, il fond en larmes, alors qu'il n'a pas l'habitude quand il revient de l'école, il est content. Surtout d'autant plus que dans l'école, ça faisait un mois, à peu près un mois qu'il ne s'était pas vu avec les copains, parce qu'avec les grèves, entre autres, donc ça a été compliqué. Je lui dis, mais tu es content de revoir tes copains? Il me dit oui, sauf que j'ai pas pu leur
leur parler, je ne me sentais pas bien avec le masque, j'étouffais avec le masque. J'ai voulu le baisser parce que je n'arrivais pas à respirer et on m'a dit de le remettre. Donc là, je lui ai posé la question, est-ce qu'à des moments, vous avez le droit au moins de baisser un petit peu pour respirer? Oui, on peut sortir, mais pas tout le temps. Donc je lui ai posé la question ensuite pour la récréation. Il me dit, mais à la récréation, on garde le masque. Mais moi, je l'ai baissé parce que j'arrivais vraiment pas à respirer. Donc voilà, et donc moi, ça m'a mis en colère. Il m'a dit tout de suite, je ne veux pas y retourner, parce que si c'est pour avoir le masque toute la journée, je n'arrivais pas à me concentrer, je n'ai pas participé comme d'habitude, je ne pouvais pas parler dans la classe, puisqu'il fallait garder le masque quand on parlait, garder le masque même si on éternue et qu'il y a du rhume partout, on le garde quand même, on dit surtout de ne pas enlever le masque quand on éternue, etc. Donc je ne vous raconte pas l'état du masque. Et du coup, il n'a pas voulu retourner en classe, donc je l'ai gardé à la maison. Le lendemain, il se réveille, il me dit « Maman, j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé que même à la maison, il fallait qu'on porte le masque. » Donc, il a très très mal vécu. Et donc voilà mon expérience en tant que maman avec le masque. D'accord. Expérience de masque que je n'ai pas donnée. D'accord. Rejoignez-nous. Et justement, pourquoi n'avez-vous pas adhéré à un collectif ou à un groupement de parents? Je suis dans un groupement de parents. D'accord. Je suis dans un groupement de parents. On a essayé de se regrouper aussi par commune pour voir si on pouvait faire quelques actions. Donc on va dire que... Alors le travail se fait timidement parce que je pense que beaucoup de parents, vous n'imaginez pas le nombre de parents à qui j'ai demandé pourquoi vous lui avez mis le masque alors que ces parents-là, je les avais rencontrés lors de manifestations contre le masque. Ils me disent, on n'a pas le choix, on doit aller travailler. Dans des écoles, lorsque les enfants arrivent non masqués, on les appelle pour venir récupérer les enfants. Donc au niveau du travail, ils ne peuvent pas tous dans sa santé. Donc il y a énormément de parents qui masquent leurs enfants par dépit. Énormément. Vous n'imaginez pas le nombre. Parce qu'effectivement, ça fait, entre guillemets, pas le figure de voir quelques parents et d'entendre dire que oui, ils ne sont pas beaucoup de parents, qu'est-ce qu'ils ont ces parents-là à, entre guillemets, protester. Ils sont très peu, alors que la majorité, comme a dit la rectrice, il y a 99% des enfants masqués. Vous n'imaginez pas dans ces 99, soi-disant %, combien de parents, s'ils avaient le choix, on a toujours le choix, hein, mais vous n'imaginez pas le nombre de parents en difficulté qui aimeraient bien que ça cesse. Parce que les enfants reviennent avec des maux de tête. Il y a une maman qui a témoigné, saignement de nez, etc. Non seulement à l'école, mais en plus au lycée, au collège. J'ai un fils au collège, il n'a pas l'habitude d'avoir des maux de tête, et bien il revient, on va dire, dans un mois, il a au moins 3-4 migraines. Alors que ce n'est pas un enfant qui est migraineux du tout. Donc évidemment, les enfants, des fois, ils trichent, ils baissent le masque. Donc il y a des journées où c'est un peu plus facile que d'autres, parce que voilà. Mais faut pas, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer et de penser que tout le monde est pour le port du masque et que voilà. Non. Alors, une autre question. Et les fédérations de parents d'élèves dans tout ça? Les fédérations de parents d'élèves, je pense qu'elles sont très frileuses, parce qu'on ne les entend pas beaucoup. On ne les entend pas beaucoup. Après, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, donc je ne pourrais pas donner plus de commentaires, mais à mon avis, ils sont un peu sur deux, ils ne savent pas trop où se placer, à mon avis. Ils jouent un peu sur plusieurs tableaux, selon vous, hein? On va dire ça. Ok. Ça, il y a beaucoup de non-dits dans toute cette histoire, hein. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, les professeurs sont tenus, entre guillemets, leur hiérarchie, on va dire ça. Mais la pression, hein. Faut le dire clairement. Et beaucoup de personnes ne parlent pas. Mais faut pas, les enseignants aussi souffrent de cette situation. Il y en a qui font le parti de foncièrement de laisser les enfants respirer, heureusement. Et il y en a qui suivent à la lettre tout ce qu'on a dit. On a dit de porter le masque, mais tu le portes bien, tu le portes correctement. Mais il y a des choses qui se font dans les écoles pour certaines choses. Je condamne fortement, c'est pas possible. Parce que justement, comme ça, on n'avance pas. En faisant semblant et de dire que bon, la situation, entre guillemets, on va faire avec, on essaie de faire des aménagements, etc., mais on a l'impression que tout le monde est d'accord et que tout le monde se tait. En même temps, si personne ne parle, c'est ce qui se passe. C'est une réalité. Il est important que le maximum de parents s'organisent d'une manière ou d'une autre pour rejoindre le lit en âge. Ah mais il y a une idée aussi qui a émergé. Il y a une idée qui a émergé aussi par rapport aux masques. Il s'agissait de mettre une croix, je crois. C'était mettre une croix sur les masques pour montrer son désaccord. Voilà. Donc envoyer l'enfant avec un masque, mais avec une croix rouge pour signifier son désaccord. Exactement. Ça a été mal perçu. Vous l'avez fait? Oui.
Ah, donc vous avez mis la petite croix rouge. Il fallait que je fasse quelque chose. À un moment, mon fils a voulu retourner à l'école. Il m'a dit, maman, là, on retourne à l'école, mais seulement si j'ai le droit de le baisser au niveau de mon nez. Donc j'ai dû mettre un mot dans le cahier. Et la journée, on va dire, c'est un peu mieux passé. Mais on va dire que je l'ai vraiment fait par dépit. Parce qu'il faut penser aussi qu'on a des enfants et qu'on les voit évoluer et qu'on a envie de... Moi, j'ai envie de protester, de le garder et puis de dire que bon, je ne l'emmène pas. Mais quand un enfant finalement pleure et dit que bon, il peut baisser le masque, il va faire attention, il va baisser en cachette entre guillemets sans qu'on le voie. Mais ça fait quand même de la peine parce que les enfants sont réduits à ça et finalement on se retrouve avec des enfants dans les classes qui se concentrent plus sur le masque que sur vraiment ce qui se passe dans la classe. Mais en même temps, on est un peu tous omnibulés par le masque et peut-être même certains plus omnibulés par ça que la santé des enfants, malheureusement. Oui, voilà. Bon, vu que vous n'avez pas d'interlocuteur, ça va se passer comment? Parce qu'apparemment, le conseil départemental a accepté de prendre votre doléance en question, mais Alors, hormis demander des rendez-vous, je ne sais pas trop... Alors, on a reçu aujourd'hui donc la copie des courriers, puisque alors la demande qui a été faite, c'est de pouvoir un petit peu comme les socioprofessionnels avaient réussi à l'obtenir en moins de 24 heures, c'est de pouvoir faire une table ronde permettant d'avoir l'ensemble des instances décisionnaires, donc à la fois les élus locaux depuis nos parlementaires, les présidents des deux conseils départemental et régional, les maires et les présidents de PCI, donc à travers l'association des maires notamment, et bien évidemment donc nos trois institutions, rectorat, ARS et préfecture. Le conseil régional n'avait pas accédé à notre demande il y a une dizaine de jours. Il nous l'avait promis, mais... Bon, silence de la région. Voilà, c'est-à-dire que ça a été juste une promesse faite autour d'une table, mais qui ne s'est suivie de rien. Donc c'est pour ça qu'on a ensuite fait la même demande auprès du conseil départemental, où là, l'écoute a quand même été un peu plus bienveillante et attentive, et qui s'est suivie d'action. Donc, on a reçu aujourd'hui copie des courriers adressés par Madame la Présidente du Conseil départemental à l'ensemble des autres élus et institutions. Très bien. On attend maintenant leur réponse. Donc, on espère qu'on ne va pas la faire trop traîner. Vous ne pensez pas avoir déjà une réponse par le biais de la rectrice aujourd'hui pour la conférence de presse? On en a eu une à moitié. Parce que clairement, quand on déclare, elle a pris les devants, elle n'a pas attendu la partie question. Elle a pris les devants, elle a dit bon, pour cette affaire de masque, il y a 28 parents, enfin 28 enfants qui refusent de le porter. Donc je pense que pour le rectorat, c'est une affaire réglée. Hein. Alors moi, je l'ai plus entendu dire qu'elle est prête à une réunion si les parlementaires ont la capacité de la monter. Que les parlementaires aient la capacité. Oui, on a entendu qu'elle préférait que ce soit les parlementaires qui organisent la réunion. Est-ce qu'ils ont la capacité? Il ne pouvait pas y avoir de capacité réunion spontanée. Bon, voilà. Moi, quand j'entends si vous avez la capacité, c'est un petit peu un pic qu'on leur lance quand même. Donc à eux de se réveiller. Mais chacun doit analyser la sémantique, c'est important. Et de dire, voilà, non, mais il faut que les élus locaux, ce sont eux qui sont les représentants du peuple guadeloupéen, et c'est à eux de prendre maintenant leurs responsabilités. Après... elles sont un peu sur le double discours aussi. Malheureusement, peut-être qu'à l'instar de beaucoup de parents, et ça, il faut savoir le respecter, mais c'est peut-être là que c'est un peu plus dur. Malheureusement, ceux que j'ai croisés pour l'instant, j'ai comme la conviction qu'ils ont eux-mêmes l'intime conviction que toutes ces mesures sont bonnes et justes. Voilà. Il y a certaines personnes, effectivement, qui le pensent. Non, mais je parle forcément. même dans nos politiques. Mais bien sûr, dans nos politiques. Mais il y en a qui croient au fondement. Voilà. On ne peut pas leur reprocher non plus. On ne peut pas leur les reprocher. directives sont gouvernementales. Et remettre en question, en cause la parole gouvernementale, pour certains, c'est un exercice en très ça compliqué. que, comme on le disait au début, c'est en ça que ce qui est important, c'est de bien comprendre nos spécificités locales. C'est d'arrêter de se calquer uniquement sur le modèle et sur les consignes qui sont données. Il y avait des réponses toutes faites, Guillaume, comme sur les conditions atmosphériques de pression, par exemple. On nous a dit qu'il y avait plein d'études qui ont été faites, il n'y a pas de contre-indication sur le masque. Moi, j'ai demandé, est-ce que les études ont été faites en milieu tropical? Oui. Non. Mais ça ne rentre pas. Visiblement, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ensuite, on nous a opposé un argument qui a été repris 1000 fois. Et les petits Chinois? Il fait chaud en Chine. Exactement. Donc, il y a eu aussi un commentaire ici tout à l'heure. Et en fait, ça me fait doucement sourire parce qu'en fait, en Chine, c'est quoi le contexte en fait?
c'est quoi comme... comment je veux dire? Nous, on est en démocratie en France. On a voilà, le régime. C'est pas un peuple qui a le droit, j'ai envie de dire, même à l'expression du visage, ils ont pas ça. Ils n'ont pas tellement le droit d'avoir des avis, des opinions, ni quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas le choix. Pourquoi on veut se comparer à ce qui n'est pas comparable? Après, bon, c'est une comparaison aussi qui est un peu hasardeuse parce que j'invite tout le monde. Très hasardeux. à C'est ce aller que en le Chine. principal du collège m'a dit. Masqués, non, ils sont pas masqués en permanence. Et c'est pour ça que nous ne voulons c'est pas vrai. interdire à ceux qui veulent faire porter le masque à C'est leurs ça. enfants parce qu'ils sont persuadés ou que c'est nécessaire de le porter. Mais demandons parce que par rapport à tout ce que nous montrons, tout ce qui est mis en avant et par rapport à nos spécificités locales, notamment sur le climat, on est extrêmement en extérieur. Oui. On sait maintenant avec un an de recul que le virus ne se transmet quasiment pas à l'extérieur. Il faut des conditions vraiment très spécifiques. D'ailleurs, notre ministre l'a dit. On- et on a c'est dit, ça. en Ça a disant, été- quand oui. le printemps arrive, on ouvre les Mais fenêtres. bien sûr, ouais, alors oui, ça c'est quand même exceptionnel. On vous met dans une pièce et on vous dit qu'il faut l'aérer. Mais par contre, quand vous sortez, vous portez un masque parce que vous risquez de l'attraper. C'est complètement... C'est ça. voilà, et puis, ça on a tombe la sur chance, tête. on a aussi la chance, et ça, j'aimerais que tout le monde l'entende, d'être en Guadeloupe. Enfin, je veux dire, vitamine D en rafale. On a les naturelle. alizés, donc on a un air qui est assez. Vitamine C, renouvelé. orange, citron, machin, on a ça aussi en rafale. Enfin, en plus du naturel. Et on a sans les- passer par le... Et on a les températures. On a- voilà. Si vous vous Voilà. souvenez, dès l'année dernière, dès le mois de mai, c'est tombé. Et regardez, ça s'est confirmé au niveau mondial. Quand est-ce que l'Amérique du Sud a eu sa vague? En hiver. Il faut savoir, en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, l'hiver, c'est au mois de juillet, au mois d'août. D'accord? Nous, nos chiffres étaient très semblerait, bas. qu'ils soient hiver. Voilà. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, il y a un pic. On parle de 35 000 cas positifs quotidiens parce que la semaine dernière a été la semaine la plus froide, depuis voilà. le début de l'année. C'est ça. Le confinement qui a eu lieu au mois de novembre a été dû à la semaine froide qu'il y avait eu fin septembre, où d'un coup, après un été où tout le monde était dehors, d'un coup, tout le monde est rentré à l'intérieur parce qu'il s'est mis à faire froid fin septembre et ça a augmenté les cas. On n'a pas cette configuration-là en Guadeloupe et on continue cette espèce de folie globale. On a des chiffres aujourd'hui qui ont été présentés qui sont très en dessous de ce que nous avons connu au mois de septembre. Je rappelle, encore une fois, prenons le taux d'incidence. Aujourd'hui, on était 66 la semaine dernière, on est 86 cette semaine. On nous a enfin donné un taux de positivité uniquement sur la Guadeloupe. C'est une première, on l'attendait depuis longtemps. Exact. Donc on est à T'as 8. vu qu'ils ont rectifié aussi? Oui, Donc la ils ont semaine dernière, rectifié aussi. ils nous ont donné un taux à 8, alors que finalement il était à 6,3. Il était à 6,3. Oui, mais la semaine dernière, c'était encore le taux global comprenant les personnes testées qui sont hors du département. Donc, alors, le taux d'incidence, donc on est à, on va dire 80, on était à 290 fin septembre. Le taux de positivité, on est à 8, on était à 25 au mois de septembre. Les réanimations, on est à 14, on était à 30 au mois de septembre. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans une situation qui n'a rien à voir. Et on nous met aujourd'hui des restrictions. Je rappelle qu'au mois de septembre, il n'y a eu ni couvre-feu, ni masque à l'école, ni fermeture de restaurants ou de salles de sport. Tout a continué normalement. Et en 15 jours, tout était terminé. L'épidémie, le pic en tout cas épidémique, était retombé. Et là, alors qu'on est à des chiffres qui sont extrêmement bas, on nous applique des mesures restrictives qui sont pires. Si on regarde ce que le gouvernement avait mis en place au niveau des indicateurs, il fallait commencer à s'affoler quand on était à un taux d'incidence de 150. Là, aujourd'hui, on s'affole à un taux d'incidence de 66. C'est quand même, c'est incompréhensible. Ouais, mais les seuils ont changé. Non, les seuils n'ont pas changé. Les critères ont changé. Non, je rappelle qu'au niveau épidémique, ça fait plus de 20 ans que le seuil pour considérer qu'on est effectivement dans une épidémie, c'est 150 pour 100 000 habitants. Ça a toujours été le cas. Et tout le monde, pour être à ce qu'on appellerait un seuil de vigilance, qui aujourd'hui a été ramené à 10 pour 100 000 habitants. Voilà. Alors que pour tout, depuis 20 ans... Il a été rabaissé. Non, mais on est dans le plan, là, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, finalement, ce qu'ils font maintenant, c'est ce qui a été fait au départ, c'est-à-dire de bien embrouiller, dire quelque chose et son contraire, et aussi, du coup, installer comme ça la peur chez nos concitoyens, nos compatriotes, etc. Et aujourd'hui, en fait, pour que nous, on nous entende, pour qu'on leur dise, mais attention au vaccin, attention au masque, parce que je sais que dans notre population, le masque en extérieur obligatoire a fait aussi beaucoup de dégâts chez les adultes. Bien sûr. D'accord ? Chez les adultes. Aujourd'hui, ça choque quand on n'a pas un masque. Quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas un masque, et ton masque. On le voit tout le temps. Mais en fait, non. Arrêtez d'avoir peur de vivre.
c'est pas. Ça va être difficile pour certains, la sortie de crise. Oui, oui. Je pense qu'il y en a qui n'entrevoient même pas en fait la sortie C'est de ça. crise et qui sont dans ce schéma-là. Pour eux, ça va être ça notre vie. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une véritable déshumanisation. Absolument, voilà. On est en pleine déshumanisation. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement et depuis plus d'1 an casse les relations La société. humaines, les relations humaines, les relations autour de l'enfant actuellement. Toutes les relations sont cassées entre les parents et les enfants, entre les adultes eux-mêmes. Les Guadeloupéens eux-mêmes ont une agressivité qui est vraiment visible maintenant, qu'on ait ou pas le masque. On était déjà Et chaud qui est avant. dû- Ah, c'était déjà chaud avant. Oui, mais il y là, avait- ça se mais il y a tend. une entente. Il y a une Oui, mais là, entente ça se quand tend, même. vraiment. Voilà. Mais là, il y a vraiment une tension qui est terrible, une déshumanisation terrible, une agressivité qui est vraiment terrible, où on exclut vraiment, et je le redis encore, l'enfant de cette bulle qui est de psychose. On parle de la psychose, mais de l'hypnose. C'est une sorte d'hypnose collective qui est assise depuis un confinement, duquel beaucoup de personnes qui nous entendent ce soir ont du mal à sortir, ont du mal à réaliser ce qu'ils entendent. Pourtant, c'est une réalité qu'il faut voir en face. L'image choque, mais ce qui veut dire que si maintenant, parents, vous restez dans le silence, ça veut dire que vous cautionnez cette image. Voilà. Et que ça veut dire que vous acceptez que votre enfant soit livré en pâture à un étranger, alors que depuis qu'il est petit, vous lui interdisez de partir avec un étranger. Pourtant, actuellement, les parents permettent que leurs enfants soient sous le coup de réglementations restrictives qui des fois nous viennent, excusez-moi, mais les taux de cas, les cas qui sont actuellement en réanimation, on nous apporte la preuve que c'est lié au Covid. Ou qu'on nous apporte la preuve que toutes les réanimations, Il faut faire preuve de ou patience. tous les décès. Non, pour cette crise-là, moi, Non, je suis on aimerait- extrêmement... on aimerait être patient, sauf aussi, que aussi on a par pleine rapport au lien conscience. avec la vaccination. On a Et pleine ça, Non, mais quand ils nous apprendront pour ces tout ça, réponses, voilà. pour ces réponses Ça viendra, précises, voilà. on ne peut pas les donner maintenant. Voilà. Mais Il faut ce qu'on- qui est On a remarquable, bien c'est qu'il y a une conscience véritable qu'il faut être déshumanisation. patient pour tout. Mais nos enfants, pendant ce temps-là, ils continuent de subir ça. Ils continuent d'être face à des personnes adultes censées les protéger. On leur confie quand ils passent les barrières des établissements. Mais finalement, ces personnes se retrouvent à être, On n'a plus aucun droit. à être contre eux, à les punir, à les... Vous êtes tortionnaire, entre guillemets. Mais oui. Enfin, Même vous ceux qui imaginez portent le les masque. masques Même que ceux vous qui que portent le parlait. masque. Il y a une dame qui parlait, elle disait que le masque, elle n'a pas donné de masque à son enfant. Finalement, le soir, il en avait un. Il qui revient était avec un masque sale. sale. Ouais. Mais enfin, vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est un masque qui a déjà été utilisé. Et ce n'est Sans pas le seul. taper. Ce n'est pas le seul témoignage. Ah, mais on marche sur la tête. Les parents qui mettent les enfants, attention, les parents qui mettent les enfants avec le masque aussi sont tranquilles parce qu'ils se disent bon, mon enfant a le masque, je suis tranquille. Eh ben non, parce que les cas actuellement qui font l'objet de dépôt de plainte, par exemple pour harcèlement ou pour violence physique, c'est justement des personnels soit communaux ou du corps enseignant qui ont manqué de patience, qui ne sont pas formés pour, qui ont claqué un masque sur le visage de l'enfant, qui ont isolé un enfant qui avait le masque au départ. Donc le parent se croit tranquille parce qu'il met son enfant à l'école avec un masque. Or, il y a quand même de la maltraitance liée à ce port du masque. Et où on dit aux enfants, mais moi j'ai une maman. Le professeur dit à l'enfant, moi j'ai une maman. Donc en gros, mets ton masque parce que je veux pas que tu me contamines pour pas que je contamine ma maman. Enfin, on va où là? Oui, Lycéens, collégiens, tous, ils sont tous concernés. C'est pas seulement les petits. Donc maman, papa, tata, mamie, tout le monde, il faut qu'on se lève. Parce que la suite, si on laisse passer ça, la suite, on ne pourra pas l'assumer. On va tester vos enfants la semaine prochaine. D'accord, Déjà pour commencer. ça c'est pas possible. Je pense que juste moi, en tant que maman, j'appelle massivement les parents à ne pas laisser les enfants se faire tester. Et je l'assume publiquement. C'est comme pour le port du masque. Je l'assume publiquement. Excusez-nous, mais ça, pour l'instant, ça donne lieu à des chiffres qui motivent de mauvaises mesures. Voilà. Donc, Simplement, plus, on va. Le but, il est là. C'est quoi le but? C'est d'asseoir une mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le chiffre qui va, en mettant en place des tests, en mettant en place. Il y a un moment, il faut être clair. Il y a un moment, il faut que la population guadeloupéenne comprenne ce qui se passe. Parce qu'en fait, on va avoir le sentiment qu'on met les tests salivaires en place de façon obligatoire, puisque c'est dans la suite du masque, alors qu'eux ne le sauront absolument pas et que chaque parent doit remplir un consentement pour que le test puisse se faire. Donc, comme la vient de dire Magali, incitons tout le monde à ne pas faire ces tests salivaires à l'école parce qu'en dehors d'augmenter les chiffres, ça ne va rien faire. Et les vaccins, pareil. Il faudra être très véatif. Les vaccins, pareil. Évitez. D'accord. Alors, pour clore, effectivement, puisque toutes les mesures sont prises par rapport à des indicateurs qui sont fixés, donc on a le taux d'incidence, on a le taux de positivité, on a des choses comme ça. Mais techniquement, l'un des taux les plus importants en cas de pandémie, c'est le taux de mortalité, qui va être évalué de toute façon, et c'est pour ça que je vous dis que de toute façon il faut attendre les datas, parce qu'il va être réévalué, c'est déjà en cours de réévaluation,
Et par exemple, ils ont annoncé 70 000 morts du Covid. C'était à peu près il y a 2 semaines, on était à 70 000 morts. Et sur ces 70 000 morts, effectivement, eh bien, on cherche les morts de la grippe, on cherche les morts d'autres maladies, puisqu'en fait, ils ont tout mis dans le même panier. Et ça a été ramené. Là, on est visiblement aux alentours de 42 000 personnes qui seraient mortes bien du Covid et pas de comorbidité ou d'autres maladies. Donc franchement, dans quelques mois, je pense qu'on aura d'énormes surprises. Et pour ceux qui fouinent un peu, comme Guillaume, comme moi, on la voit venir gros comme une maison. Je rappelle qu'en Guadeloupe, ça a fait 0,0004% des décès sur l'ensemble de la population et 75% avaient des comorbidités. Que chacun se fasse un avis. Moi, j'invite tout le monde à se rendre sur les sites de l'Agence de santé et du médicament, la NSM, allez sur Santé publique France. Prenez votre temps, étudiez un petit peu les graphiques, lisez les cartes, lisez les analyses un peu, et vous pourrez vous construire une opinion assez fiable. Parce que là, c'est de nos jours. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain. Ciao. Merci.